messieurs, bonsoir. Dialogue national, on en parle de plus en plus, mais quel le format plausible pour un dialogue inclusif, un dialogue qui pourrait rassembler tous les Congolais et trouver de solutions à la crise actuelle. Nous allons en parler dans cette émission, décrispation politique, pendant que l'on réclame cette décrispation politique, il y a des opposants qui sont arrêtés. Il y a Seth Kikouni qui a annoncé être en exil. Est-il à Goma ou à l'étranger? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir sur le retrait du M23 de la ville d'Ouvira. Est-ce une victoire diplomatique ou une victoire militaire? Nous allons en parler. Et quelles sont les leçons à tirer de ce retrait du M23 de la ville d'Ouvira? Notre invité n'est plus à présenter. Maître Dalia Chilanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Vous n'êtes plus à présenter. Donc, si vous le dites. Vous êtes avocate. Vous êtes également dans un parti politique, oui ou non? Non. Non. Je suis plutôt coordonnatrice d'un mouvement politique. Coordonnatrice d'un mouvement politique. Lequel? Action Nouvelle pour la reconstruction du Congo. Et qu'est-ce que vous visez à travers ce mouvement politique? C'est un mouvement qui est différent de partis politiques? Alors, différent peut-être du point de vue de la forme, oui. Mais lorsqu'on le mot politique, il a tout sa place, oui. Il a tout son sens, oui. qui veut simplement dire qu'un groupe d'individus ont décidé de réfléchir, oui. Pour parler de la République, pour parler de problèmes de Congolais. Oui. On ne voulait pas rester sur cette casquette de mouvement citoyen. On veut vraiment être honnête avec nous-mêmes. Nous avons des ambitions politiques. J'ai déjà été candidate. Oui. Donc, c'est dans ce même élan. Nous ne faisons que user des moyens que le droit nous donne pour pouvoir fonctionner. Et nous avons décidé de fonctionner sous cette nomination mouvement politique. Voilà. Très bien. Alors, nous vous avons fait venir sur ce plateau pour parler du dialogue national. Ce dialogue, on en parle de plus en plus. On a vu le président de la République aller à Luanda. On a vu les évêques de la Senko y aller également. Joseph Kabila, on a dit qu'il a été reçu de manière discrète. Alors, comment voyez-vous les choses par rapport à ce dialogue national? Faut-il le tenir ou non? Alors, pour ceux qui nous suivent, savent très bien que j'ai toujours soutenu le dialogue, mais je précise sur le format ECC Senko. Il est vrai que le pouvoir nous a habitués à une avalanche de changements de conditionnement. Aujourd'hui, on dit oui, demain, on dit non. Et tout au long, j'essayais d'expliquer, d'aborder le fait que c'était important ici de se rendre compte que nous sommes appelés à dialoguer. Maintenant, aujourd'hui, puisque toutes les parties sont d'accord et ont décidé de réfléchir dans cet élan-là, mais dans l'esprit congolais, comme d'habitude, il y a encore des quiproquos qu'il faudrait soulever. Sous quel format aujourd'hui? Moi, je pense, ainsi que les amis qui m'accompagnent dans Action Nouvelle, nous pensons et nous avons toujours soutenu le format de l'ECC Senko. Pourquoi? Parce que ce format, il s'étend de manière à permettre que les Congolais d'abord, puisque la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise sécuritaire, la crise politique et même la crise au niveau de la gestion du pays, nécessite à ce que les deux aspects puissent être évoqués. Il y a l'aspect ici intérieur, des Congolais d'abord entre eux. Mais on ne peut pas oublier... Interne, hein? Exactement. Mais on ne peut pas oublier que ce qui se passe en RDC impacte directement la région et la sous-région. D'où aujourd'hui le pacte qui a été proposé par la ECC Senko, le pacte social pour le bien vivre ensemble, évoque non seulement les aspects de conflit déjà en interne, les causes profondes, mais aussi comment instaurer le bien vivre ensemble au niveau de la région de Grand Lac. D'où, si l'on part de ce schéma-là, il est plutôt salutaire. Ceux qui ont compris aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le pouvoir en place ne veut pas s'aligner sur ce schéma-là? Tout simplement parce que
au sein du pacte social qui est préconisé par l'ICC-SENCO, on évoque ici la question de la responsabilité. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont conscients de leur part de responsabilité aujourd'hui dans la crise que nous vivons. Nous avons, il est vrai, je les concède bien volontiers, que c'est depuis 1990 que nous décrions ici que ce pays, nous avons un problème de légitimité qui perdure. Et nous avons vu comment ceux qui sont en place aujourd'hui, le pouvoir en place, comment ils ont accédé au pouvoir. On a vu, on nous a même sorti des jargons. Il y a une crise de légitimité. Voilà, il y a une crise de légitimité qui perdure. Parce que nous savons, on nous a parlé d'un deal et personne ne peut aujourd'hui renier cet aspect des choses. L'ancien chef d'État, Joseph Kabila, l'a mentionné discrètement et ça se dit. Et encore une fois, on a l'impression que en RDC, les choses ont du mal à respecter une certaine traçabilité. On est toujours appelé à faire des caches d'eau à tout moment et c'est ce qui garantit, qui nous mène aujourd'hui à cette crise de légitimité. Ça, c'est le premier point. Donc le problème de la responsabilité. La responsabilité du pouvoir de Kinshasa. Exactement. Le pouvoir de Félix. Exactement. Qui est soulevé par les évêques de la SENCO-SCC et le pouvoir veut le fouiller à Palam. Veut le fouiller tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont conscients, non simplement d'avoir affaibli aujourd'hui le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, ils n'ont pas compris que ici, gouverner, c'est assumer. Eux ne l'ont pas compris, tout simplement parce qu'aujourd'hui, 7 ans après, on continue à œuvrer dans le nuage Kabila, alors qu'à un certain moment, on devait nous dire, voilà, nous avons trouvé le pays à tel niveau, voilà ce qui a été fait. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Ça soit le gouvernement simulant qui reste un des gouvernements assez lamentables que ce pays n'a jamais eu, passent tout leur temps à nous dire, voilà, toutes les justificatifs, c'est, voilà le régime ancien, voilà le régime... On en a pratiquement assez. De ne pas être capable de nous apporter les solutions. Aujourd'hui, ils sont auteurs de la crise qui se passe, non seulement la crise de légitimité, mais aussi au niveau du social des Congolais. Aujourd'hui, le social, nous n'avons qu'à voir ce que devient Kinshasa. On parle beaucoup de l'agression rwandaise, mais il y a une autre agression qui ne semble pas nous inquiéter. Nous sommes à Kinshasa. Et nous avons depuis un moment à Kinshasa un groupe mal organisé que le gouvernement peine à faire éteindre. Et comment expliquer cela? Moi, j'estime tout simplement que... J'estime tout simplement... Les Mobondo. J'estime peut-être comme il n'y a pas encore d'appui d'un pays étranger, voilà pourquoi ça n'a pas l'air d'intéresser. Parce que quand on nous dit, oui, Maluku, mais Maluku, ça fait partie de Kinshasa. Donc, ils sont à la porte de Kinshasa. Et comment expliquer que vous avez du mal à éteindre un groupe qui est désorganisé? Jusque-là, on ne sait pas qui est à la tête. Donc, vraiment, comment expliquer que nous sommes incapables? Donc, au-delà des faits présentés, il y a la part de la responsabilité. Certes, lorsqu'on viendra autour d'une table, chacun aura la part de... Et c'est cette part de responsabilité que le régime en place, sachant qu'ils en portent le poids, ils décident de fuir pour ne pas affronter et chercher d'autres mécanismes. Parce que très longtemps, ils nous ont vendu ici qu'ils ne voulaient pas dialoguer. À un moment, on est passé, non, nous allons dialoguer, mais avec les Congolais de bonne qualité. Voilà, on nage des phrases en phrases, mais finalement, je suis quand même heureuse du fait qu'on atterrit sur la question du dialogue. Maintenant, sur quel format, comment on va s'y prendre? Vous soutenez le format 5OSCC et apparemment, vous vous opposez au format Angola. Alors, de ma lecture personnelle, aujourd'hui, le dialogue aujourd'hui ne doit pas avoir un caractère, comment je peux appeler ça, ne peut pas porter un caractère commis des autres parce qu'ils ont des intérêts. Aujourd'hui, l'intérêt pour nous, autour de la question du dialogue ici, c'est de recouvrer la paix. Je ne dis pas que le dialogue va ramener la paix définitive, parce que je sais que mes contradicteurs vont me balancer les différents accords ou les différents dialogues qu'il y a eu dans ce pays, mais je reste dans la symbolique même du dialogue. À chaque fois qu'il y a eu un dialogue dans ce pays, ce dialogue a permis que nous ayons un souffle afin que nous nous réorganisons. Encore une fois,
je ne veux pas m'attarder là-dessus pour dire que le dialogue en soi n'a jamais été un problème. Elle a apporté ce qu'elle pouvait apporter dans ce pays. Le problème, c'est au niveau des animateurs, le problème, c'est au niveau de ceux qui viennent autour de la table. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que le dialogue en soi n'a rien apporté. Mais ça, c'est une très mauvaise lecture. Ça c'est la première des choses. Nous rentrons dans le cadre de pourquoi est-ce que nous ne partageons pas la vision telle que fait aujourd'hui. J'ai une lecture assez personnelle. Hein. Vraiment, je prends, là, je reste très objectif. Au regard des faits aujourd'hui, nous avons vu comment le président Tshisekedi, dans sa diplomatie, que moi je qualifie une diplomatie très émotionnelle. Émotionnelle. Oui, émotionnelle, tout simplement parce que la diplomatie telle qu'elle est conçue pour un pays comme le nôtre devait être basée sur une stratégie. Une stratégie réfléchie, prévisible. Comment est-ce que l'on conçoit notre rôle du point de vue géographique, puisque nous nous situons au centre? Comment est-ce que nous voyons dans 5 ans? Quels sont nos rapports que nous voulons établir avec nos voisins, mais aussi avec le monde. Malheureusement, cette diplomatie réfléchie de cette façon, ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons plutôt une diplomatie basée sur les humeurs, basée sur les égos. Et ça nous discrédite davantage. Nous avons entendu le président Tshisekedi dire haut et fort que certains pays africains étaient complaisants. Nous avons encore entendu le président Tshisekedi dire que l'Union africaine, voilà, sont hypocrites et tout. Et avec ça, pour un pays qui se veut sérieux, ça ne nous rend pas crédibles, ça nous discrédite, à la face du monde, ça nous discrédite. Et bizarrement, pour ceux que tu avais dit hier qu'ils étaient hypocrites, qu'ils étaient complaisants, et pourquoi ces revirements, pourquoi est-ce que l'on revient? C'est pour dire qu'il y a des dessous des cartes que nous, Congolais, que nous ne maîtrisons pas et que les politiques essayent de jouer un jeu qui malheureusement risque de tourner encore ce dialogue, contourner l'intérêt qui doit être congolaise pour amener ça pour des intérêts géopolitiques avec les États-Unis, avec l'Angola. Et encore une fois, le peuple congolais qui devait être mis au centre de toute action politique ne le sera pas au détriment des intérêts des différentes puissances. Alors, vous soutenez la médiation de la CENCO-ECC, vous auriez souhaité que ce dialogue soit selon les formats CENCO-ECC, mais le pouvoir l'accuse d'être, les évêques, d'être trop partisans. Trop partisans, ils ont choisi leur camp. Est-ce que cette partisanerie n'a-t-elle pas un peu discrédité la médiation? Monsieur Ombrois, vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire. Hein. Il faut revenir un peu en arrière. Lorsque la CENCO en son temps exigeait, entouré du peuple, accompagner le peuple pour le départ de Joseph Kabila, je crois que Joseph Kabila aurait dû avoir le même langage. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, je me permets de dire, mais finalement, Kabila, quelque part, il était assez large dans sa manière de faire les choses, parce que nos amis aujourd'hui ont un problème, ils n'acceptent pas les voix discordantes, ils n'acceptent pas la contradiction, d'où qu'elles viennent. L'ECC ici porte, l'ECC CENCO, au travers de l'initiative qu'il porte, ne fait que ramener ici une résultante de préoccupation des Congolais et dire qu'ils sont partisans. Parce que n'oubliez pas, on l'a toujours dit, c'est l'église au milieu du village. Donc c'est très facile de vouloir pointer du doigt parce que Kabila l'aurait fait aussi en son temps pour dire que voilà, ils sont du côté de l'opposition. Non, ils ne sont pas au côté ni de l'opposition ni du pouvoir, mais ils sont là en train de porter les fardeaux du peuple. Et c'est le peuple qui... Et à chaque fois qu'on aura un pouvoir, ça va toujours déranger tant que les animateurs au pouvoir ne prennent pas en compte les préoccupations du peuple, ne prennent pas en compte les malheurs de Congolais au jour les jours. Voilà pourquoi ils auront toujours l'impression que tout le monde qui vient parler au nom du peuple sera toujours vu comme un adversaire. Et ça, je pense que l'Église a suffisamment dépassé ce jargon. Alors, pour revenir un peu au dialogue, où faut-il tenir ces dialogues? À Kinshasa, à Goma? Parce que quand le gouvernement a parlé de Kinshasa, tout de suite, on a réagi du côté de Goma. Non, ça devrait se tenir à Goma. Comment voyez-vous les choses en termes des lieux où on doit organiser ces dialogues pour assurer les parties prenantes? Très sincèrement, je suis très nationaliste dans ma façon de faire les choses, mais à l'heure actuelle, avec le climat, puisqu'on parle de dialogue,
Mais vous voyez qu'on reste quand même avec un pouvoir très incohérent. Tantôt, on veut parler, oui, tantôt on parle de vouloir dialoguer, mais en interne, on instaure un climat de peur, une tyrannie pour museler les voix qui osent. Un peu encore comme nous autres, aujourd'hui, on marche un peu avec la crainte de ne pas savoir à quel moment on aura droit à la nouvelle police du pouvoir qui viendra te récupérer à tout moment. Le climat de peur, vous faites allusion à... Aux multiples arrestations aujourd'hui. Okay. Donc, il y a cette crispation. On aurait voulu voir un climat de décrispation au sein de la République pour se dire que oui, ils sont ouverts. Mais encore une fois, on ne le sent pas. D'où, aujourd'hui, Kinshasa ne sera pas un lieu idéal pour recevoir, et sachant que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas constants dans leur position. Aujourd'hui, ils peuvent dire oui, demain, ils peuvent dire non. Je vais donner un exemple. Ils sont allés à Doha, le gouvernement congolais et la FC M23. À Doha. Il y a eu, lors comment on appelle, l'accord de principe, ils étaient là. Ils ont décidé qu'il fallait avoir un échange de prisonniers. Encore une fois, Kinshasa a posé problème. Donc, au lieu d'instaurer un climat de confiance, ils passent leur temps à instaurer un climat de méfiance. Et de ça, aujourd'hui, les opposants que nous sommes, nous craignons pour notre vie, nous craignons pour nos libertés, parce qu'aujourd'hui, on piétine l'article 17 de la Constitution, on piétine l'article 18 de la Constitution, tout simplement parce que l'on veut instaurer un climat de peur, on veut diriger par la peur. C'est ça, malheureusement. Donc, Kinshasa, je suis désolée, n'est pas un cadre qui peut rassurer toutes les différentes parties à se joindre autour de cette table. Vous souhaiteriez quel lieu? Quel endroit? Goma? Je ne saurais répondre directement à cette question, mais je reste convaincue que le lieu idéal, ce serait un lieu où les différentes parties pourront venir sans avoir la peur au vent de ne pas savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Rappelez-vous même avec Mobutu à l'époque, lorsqu'il y a eu, il devait y avoir cette réaction avec Kabila Mouzé, ils ont dû traverser du côté de Brazzaville pour rejoindre le bateau sud-africain, donc sous la médiation d'État Bombeki et les autres. Donc vous comprenez que quand le climat est assez malsain, il est totalement légitime que les partis veulent se protéger en ayant un lieu neutre. Exactement. Alors, revenons un peu à la décrispation ou au climat de peur, parce que vous avez dit qu'on arrête les gens. Mais lorsqu'on parle de... Même quand on est allé à Doha, il est vrai qu'on est en discussion directe avec les rebelles, mais le front militaire, il continue. Il continue. Tout le monde est sur sa garde, sur ses positions, FARDC ou M23. Est-ce que ce n'est pas le même cas où vous avez peut-être, s'il y aurait certains Congolais en lien avec le Rwanda, les rebelles, les services de renseignement, vous estimez qu'ils ne peuvent rien faire par rapport à ça? Parce qu'il faut décrisper. Le pouvoir en place, au travers de la CNC, évoque ici la question de la sûreté de l'État. Moi, je suis juriste. Oui. Je vais vous dire, j'insiste et je persiste en disant que la sûreté de l'État n'est pas au-dessus d'un État de droit. La RDC a une constitution qui est claire et limpide. Son article 17 qui garantit ici les libertés individuelles, l'article 18 qui veut que que la personne qui est arrêtée puisse savoir au moins, puisse être tenue au moins au courant des motifs de son arrestation, puisse être présentée devant l'autorité compétente et que son avocat ait accès à lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La RDC, encore une fois, a ratifié des traités internationaux qui garantissent ici les libertés individuelles. Donc aujourd'hui, mettre en avant la question de la sûreté de l'État, je suis désolée, elle ne prévaut pas au-dessus d'un État de droit. On se doit de respecter. Il y a des mécanismes. Je suivais le ministre Ngefa et j'étais quand même assez déçue de voir que lui qui s'y connaît, qui a longtemps travaillé pour plaider le respect ici des droits humains, dire que voilà, effectivement, les gens ont été arrêtés, mais il plaide pour que l'on puisse légaliser la procédure.
nulle part, ni dans la Constitution congolaise, ni encore moins dans le Code pénal de procédure, il est écrit nulle part que on vous arrête et ensuite on va essayer de légaliser. Ce sont des arrestations arbitraires, ce sont des enlèvements carrément. Même en cas de flagrance. Mais même en cas de flagrance, la loi est claire. Les tests de loi ont tout prévu. Même en cas de flagrance, il y a ce qui doit être fait. On ne va pas enlever les gens je ne sais à quelle heure, et pendant 5-6 jours, on ne sait pas où ils sont détenus. Et même lorsqu'on nous informe, là je prends le cas du camarade Nathanaël Onokomba, qui a été conduit en dolo, mais jusqu'à ce jour, il n'a pas été auditionné. Donc on est là dans un cas de violation de la Constitution, de Code. Et ça sent que ça ne peut s'inquiéter qui que ce soit. Et on veut prétendre être une démocratie. Donc il faut formaliser la procédure. Hein. Oui, il faut respecter les... Moi, je ne sais pas comprendre pourquoi nos amis au pouvoir, eux qui se disent démocrates, eux qui se disent socialistes, ont du mal ici à respecter les tests. Limite, je m'interroge, qu'est-ce qui ne va pas pour ne pas être capable de respecter les tests. Parce que jusqu'à ce jour, tous ceux qui sont arrêtés, présentez-nous des audiences publiques, parce que les audiences, elles sont publiques, en moins d'évoquer le huis clos, mais présentez-nous les faits. Nous les voyons. Les mobiles. Voilà, pour qu'on en connaisse les mobiles, et que ceux-là qui sont aussi arrêtés, parce que n'oublions pas ici que la défense, elle est garantie. Donc ceux qui sont accusés ont aussi le droit de se défendre et d'apporter ici des éléments, et enfin que le juge puisse décider de leur sort. Mais malheureusement, ce n'est pas le champ. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait essentiellement ici la chasse aux sorciers contre les opposants? C'est ça la grande question. Contre les opposants. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a des opposants. Tous, hein, on a vu Martin Fayoulou, c'est un opposant. Jean-Marc Kaboun, c'est un opposant. Sessanga est un opposant. Ils ne sont pas inquiétés. Peut-être que ceux qui sont inquiétés ont des raisons valables. Parlons de Martin Fayoulou. Il n'y a pas très longtemps, Martin Fayoulou se retrouvait, il devait animer une conférence. Il y a eu des policiers prêts à l'empêcher d'avoir l'accès à cette salle. Kabound, mais il n'y a pas très longtemps, il a bien été blessé publiquement. Il s'est fait agresser physiquement. Sessanga a été transporté ici comme un vulgaire monsieur. Donc s'il faudrait simplement parler des arrestations, peut-être je vais vous le concéder, mais aujourd'hui, le sentiment, sans compter les multiples insultes que reçoit l'opposition, tantôt les oppositions appellent, tantôt, voilà, donc il y a toute cette machination pour dire taisez-vous, soit vous vous taisez, soit vous vous alignez à notre philosophie. Et c'est ça que l'on appelle la dictature, parce que vous voulez instaurer un climat de peur, puisque aujourd'hui, l'une des meilleures garanties que l'on a dans une démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'association. Une fois que l'on nous le prive, nous quittons le champ de la démocratie pour embrasser ici la tyrannie ou la dictature. La liberté d'expression, même quand ça porterait atteinte à la sûreté de l'État. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien marteler. Lorsque l'on parle ici de la sûreté de l'État, nos amis ne doivent pas s'en servir. Parce que là, ce sont des arguments fallacieux pour s'en servir, pour essayer de masquer ce qui n'est pas fait. Je reviens sur le cas du camarade Kamizulu. Il n'avait que la parole, il n'avait que le verbe sur les différents médias. Oui. Mais on a vu l'humiliation qu'il a subie. Aujourd'hui, on gouverne par humiliation, on gouverne en instaurant la peur dans les esprits des commandants. Aujourd'hui, nous qui osons parler, même dans nos familles, on a l'impression qu'on est, on est en train de jouer avec le feu, alors que dans une démocratie, ça ne pouvait pas être. Je ne suis pas obligée de m'aligner dans une pensée unique. C'est pourquoi l'UDPS, pendant 37 ans, ont prétendu combattre. Encore aujourd'hui, je doute de ce combat, tout simplement parce que... Le combat de 37 ans. Mais carrément. Madame carrément. Parce que si vous prétendez avoir combattu quelque chose pendant 35 ans, pour qu'aujourd'hui, une fois au pouvoir, vous puissiez faire du copier-coller, je suis désolée. Copier-coller de Kabila, de Mobutu. Du copier-coller. Donc je me dis, en fait, ce n'était que du haute-toi que je m'y mette. Mais ça n'avait jamais été une question de vouloir changer véritablement le pays et même la vie des Congolais. Je reviens un peu à la sûreté de l'État. Une personne qui préparerait une insurrection, par exemple, dont on détient les éléments, devrait-on la laisser au nom de la décrispation ou la mettre hors d'état de nuire? Monsieur Ambroise, lorsque un pays comme le nôtre se retrouve dans des situations comme celle-là,
je suis d'accord. Mais il y a une chose que le CNC devait plutôt se concentrer ici. Nous sommes dans un pays qui est à proie à des différents conflits communautaires, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir, instaurer au travers de tous ces mécanismes qui s'offrent ici pour essayer d'orienter les choses. Il nous faut avoir une stratégie bien établie. Je prends les cas de certains généraux aujourd'hui. Dès que l'on suspecte qu'il voilà, y a des suspicions qui pèsent sur eux. Mais la stratégie intelligente voudrait aussi ne pas toujours utiliser les arrestations comme méthode punitive. Il y a moyen de faire quitter ces généraux ou ces colonels que l'on suspecte de quelque chose, essayer de le dépouiller de toute information pour essayer de recadrer les choses. Moins il sera plus loin, plus il sera éloigné des activités où il pouvait avoir des informations, vous l'isolez. Pourquoi cette stratégie serait... Vous le dépouillez de l'autorité. Exactement. Pourquoi cette stratégie serait bénéfique? Parce que le danger ici, avec les emprisonnements à la méthode de l'UDPS suivi des humiliations, est en train de créer des faux héros, des faux martyrs, aux yeux parfois, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes, quoique nous vendons ces nationalismes-là, mais il y a encore un lourd combat ici qui est communautaire. D'où aujourd'hui, pour ne pas laisser penser les autres communautés que le cheval de bataille que vous menez, c'est contre X ou Y, en créant des faux héros, parce que vous allez remplir, parce qu'aujourd'hui on parle de sold out, de Ndolo, vous allez remplir les prisons, mais la stratégie intelligente voudrait d'isoler, de dépouiller. Et ça aussi, ça demande un mécanisme de réflexion. On laisse simplement de procéder à des arrestations qui finalement offrent des arguments à certains, parce que ces multiples répressions aujourd'hui servent des béquilles. Ça soit ceux qui sont à l'Est pour dire que voilà, on a arrêté tel groupe de généraux, on l'a entendu ici, voilà, on s'en prend à un groupe de généraux Katangé, on s'en prend, voilà. Donc, on pouvait mettre de l'intelligence au lieu des émotions. Alors, malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Prenons le cas de Seth Kikouni, qui a quitté le pays, annonce-t-il être en exil, il n'a pas précisé les lieux de son pays d'asile, il n'a pas précisé. Est-ce que ça ne confirme pas la thèse selon laquelle certains œuvrent, ils portent atteinte à la sûreté de l'État? Qu'est-ce qui l'aurait inquiété, lui qui, dans un passé récent, venant de Nairobi, disait passer par l'ombre de la mort? Et il est revenu au pays. Et cette fois-ci, il choisit de faire l'inverse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que le climat, il est malsain, M. Ambroise. Et un acteur politique, avant tout, ça reste un humain. Un humain qui craint aussi pour sa sécurité. Un humain, parce que le combat que nous menons pour le Congo, c'est un combat qui nous veut vivants. C'est un combat qui nous veut vivants. À un certain moment, on a beau affronter le feu, mais à un moment, il faudrait être conscient avec soi-même. Le climat aujourd'hui, il est malsain, il est toxique. Et il n'y a aucune garantie pour quelqu'un qui déjà des suspicions ont longtemps pesé sur lui de cette façon, que à la moindre, je vais employer les mots, à la moindre escramouche, il se verra soulevé. Tel a été le cas du vice-président Aubin Minakou, qui, il y a moins de 2 mois, lorsque je le rencontrais, me parlait de cette menace de se voir enlevé. Et il y avait déjà la menace qui pesait sur lui. Il y avait déjà la menace qui pesait sur lui. Et effectivement, 2 mois après, je me rends compte qu'il avait totalement raison. Elle a été exécutée. Et d'où M. Seth Kikouni, qui a traversé la prison, qui a passé des moments assez difficiles. Et aussi, n'oubliez pas que c'est un père de famille, puisque même M. Tshisekedi le vante bien. Vous savez, quand on est père de famille, il a décidé tout simplement... Est-ce que ces menaces sont-elles fondées ou infondées? Ces menaces, elles sont carrément non fondées. Pourquoi?
Parce que ici, l'intention ici, c'est de faire taire les voix qui pensent différemment. C'est de faire taire les voix qui essayent de rappeler aux Congolais que la gestion que vous avez, ce n'est pas ce qu'on vous a promis. C'est les voix qui essayent de dire aux Congolais, les multiples promesses que l'on vous a faites, rien n'a été tenu jusqu'à ce jour. C'est pour rappeler aux Congolais que Kinshasa et Zobonga, que l'on vous avait promis, nous allons vers un déclin au point où ils ont décidé de fermer ces chapitres pour embrasser un autre. Donc aujourd'hui, toutes les voix des Congolais qui osent penser différemment, ce sont des voix que l'on veut éteindre. Et cette menace qu'ils prétendent aujourd'hui, elle est non fondée. Vous êtes là, vous pensez différemment, vous n'êtes pas menacé pourtant. Pourquoi c'est seulement les autres qui sont menacés, pas vous? Pourtant, vous pensez aussi différemment. Les menaces, j'en ai bien reçu. Ah, vous en avez, hein? J'en ai bien reçu. Ah, et vous ils savent comment attaquer. Ah. Pour la petite histoire, j'ai quand même eu pas mal des problèmes professionnels liés à certaines de mes prises de position. Je ne veux pas aller très loin, mais on en connaît les intimidations de ce genre. Mais je pense que au-delà de la volonté de voir que notre pays puisse se relever, je m'inscris dans une démarche très lumumbiste qui veut braver la peur. Okay. Le mal pour moi, la chose la plus difficile, le pire qui peut m'arriver, c'est de ne pas être compté parmi les vivants. Mais pour le reste, on est disposé, on est prêt à l'assumer. Cette Kikouni est-il à l'étranger? Il est à Goma? Et s'il s'est retrouvé à Goma? Parce que j'ai vu une page de la FCM 23 qui lui souhaite la bienvenue, mais lui-même n'a pas confirmé ça. Vous avez si bien dit, il ne l'a pas confirmé. Ces voies légaux, c'est les canaux par lesquels ils utilisent pour communiquer, n'ont rien dit jusque-là. Donc ça ce n'est que des spéculations. Et n'oublions pas que l'AFC se considère comme frustré. Ils disent que tous les Congolais qui se sentent en mal au niveau de Kinshasa peuvent toujours aller de l'autre côté, rallier les rangs de l'AFC 23. Mais je ne pense pas que c'est ça la démarche de cette Kikouni qui reste très attachée aux valeurs républicaines. Dans les prochains jours, les canaux de communication qu'il utilise vont certainement nous donner plus ample détails là-dessus. Alors, pour revenir au dialogue, vous dites que tout ça, c'est quand même une démarche contradictoire à un climat qui devrait précéder la tenue des dialogues national inclusif. Exactement. Donc, le dialogue pourrait devenir exclusif au lieu d'être inclusif. Vous le souhaitez inclusif? On le veut inclusif, parce qu'il faudrait qu'autour de cette table, que tous les Congolais, toutes les forces vives, l'opposition, la majorité, l'opposition dans son ensemble. Armée aussi. Ah, oui, armée aussi. Parce que si on décide, comme ils l'ont dit tantôt, de ne dialoguer qu'avec les Congolais de bonne qualité, moi, je peux me considérer comme Congolaise de bonne qualité. Oui. Mais moi, je ne vous dérange pas. Je n'ai pas les armes. Oui. Je n'ai que les verbes. Oui. Quoique les verbes, peut-être parfois, ça fait beaucoup plus mal qu'une balle. Mais je ne fais qu'usage du verbe. Ceux qui ont pris les armes, on a besoin ici de les emmener autour d'une table. Parce que n'oublions pas, les différents conflits que nous avons en interne ici, chez nous, servent des béquilles, servent des justificatives à l'agresseur. Donc, si nous voulons véritablement vider ici l'argumentaire de l'adversaire, c'est à nous de comprendre qu'il faudrait que nous puissions nous réunir et faire un front uni. Massad Boulos l'a dit, ce n'est pas une histoire que l'opposition elle est faible, voilà pourquoi elle demande. Non, non. D'ailleurs ici, le dialogue ici, puisque nous n'avons pas su avoir une armée dissuasive, puisque nous n'avons pas une diplomatie réfléchie, il est temps que ceux qui sont au pouvoir comprennent que ce dialogue, je l'ai souvent dit, porte non seulement le caractère de la survie nationale, mais ici, il en va de leur responsabilité. Parce que ce pays, nous avons tous intérêt à l'avoir dans sa superficie telle que nous l'avons hérité. Donc, nous n'avons pas intérêt de voir le pays partir. Et c'est ce que les autres doivent comprendre. Et enfin, le dialogue va nous permettre ici, non seulement de vraiment s'apaisantir sur les causes profondes, parce que les différents dialogues, les failles qui ont été retenues des différents dialogues, c'est que lorsque les acteurs arrivent autour de la table, une fois servis, ils délaissent les vraies causes, délaissent les problèmes. Et c'est à ce moment qu'on a l'impression que ce dialogue ne sert qu'à venir donner de la vitalité à ceux qui ont perdu de la vitesse. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous réunir autour de cette table, nous parler
entre nous. Effectivement, je suis d'accord avec les Congolais qui diront, mais tous ces mondes-là ont déjà parlé entre eux. Ouais. C'est le moment. Voilà pourquoi nous, Action Nouvelle, nous accompagnons le pacte social de la SENCO-SSC. Tout simplement parce qu'il y a cette partie de dire qu'aujourd'hui, il est temps que les Congolais qui vivent la situation, la situation des misères, la situation des tueries à l'est, les exactions commises à l'est du pays viennent autour de cette table. Ne plus laisser plus de 80% de la place à la table aux politiques, parce que nous connaissons comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, nous devons voir les difficultés au sein de communautés, porter les charges, les revendications du peuple, afin d'aboutir ici au retour de la paix, une paix véritable et durable. Parce que nous parlons de l'opposition armée, on a vu l'AFC M23 se retirer de la ville d'Uvira. L'annonce avait été faite pour la première fois, le retrait unilatéral, mais qui n'avait pas été effectif. Cette fois-ci, ils se sont retirés effectivement. On a vu les FARDC, les Ouazalendo reprendre le contrôle de la ville. Comment comprenez-vous cela? Parce que ce n'est pas une victoire unilatérale des FARDC sur les rebelles. Comment comprenez-vous cela? Ils ont remis la ville entre les mains de l'ONU, mais ce n'est pas l'ONU qui réagit, ce sont les FARDC qui viennent. Dans le cadre toujours de tractations liées au dialogue national? Monsieur Ambroise, aujourd'hui le retrait de l'AFC M23 à Uvira, lorsque je vois que nos amis au pouvoir considèrent cela comme une victoire, je reste un peu perdu. On ne peut pas parler d'une victoire tant que Goma, tant que Bukavu demeure occupée. On ne peut pas aussi parler d'une victoire quand notre armée, qui est chargée ici de nous garantir la souveraineté, qui est chargée ici de dissuader l'ennemi, l'agresseur, n'a pas su remplir son rôle. On a vu, il y a même certains acteurs politiques qui ont dit, voilà, il y a eu un coup de fil des États-Unis. Et on ne peut pas s'en réjouir. Et une troisième chose, dans l'histoire de ce pays, à chaque fois qu'il y a eu une intervention extérieure pour solliciter un retrait, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est soit, tant qu'ils sont encore là, ils sont d'accord, ils décident de maintenir, mais du jour au lendemain aussi, ils peuvent changer de camp. On l'a vu. Donc aujourd'hui, ça veut dire que ce qu'il y a aujourd'hui, cette accalmie, ne peut pas être pris comme une victoire. Au contraire, ça doit nous interpeller et voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser ce temps en bon escient pour essayer de voir comment stopper toute avancée et voir dans quelle mesure dialoguer avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Mais quand vous considérez que c'est une victoire, mais une victoire sur base de quoi? Nous n'avons pas été capables de combattre, nous n'avons pas été capables de nous assumer militairement. Et il a fallu qu'un tiers fasse un coup de fil, et ça, c'est ça. Et victoire sur quoi? Alors que Goma... Une victoire diplomatique? Hein? Il ne faudrait pas montrer... Non, 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 ce n'est pas une victoire diplomatique. Elle est une victoire en rien du tout. Ici, il ne faut pas montrer qu'il y a des coins de la ville. Je me rappelle avoir dit sur votre plateau ici, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des parties de ce pays qui sont plus importants que les autres. Tant qu'ils ne sont pas pris, tant qu'ils ne sont pas tombés, tant que nous n'avons pas perdu la gestion, tout va bien. Non, on doit quitter cette mentalité. Et on a entendu des généraux nous dire ici que non, tant que le Katanga n'est pas pris, le pays vivra. Mais je suis désolée. Et alors ceux qui sont à l'Est, ne sont-ils pas de Congolais? Ceux qui sont à Bukavu, voilà, tous ceux qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, privés de leur salaire, avec tout ce qui est difficile aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez parler ici de victoire? Victoire de quoi? C'est une victoire de rien du tout. Ouais, victoire de rien du tout. De rien du tout. Est-ce que les rapports de force n'ont pas été inversés? Peut-être parce que vous savez qu'avant que le M23 ne prenne la ville d'Uvira, les FARDC s'étaient retirés. Peut-être parce qu'ils refusaient un bain de sang dans la ville. Peut-être que c'est la même chose. L'inverse, ce serait opéré. Rapport de force, je l'ai dit tantôt, M. Ambroise, ne peut être instauré qu'au travers d'une armée. Maintenant, s'il faudrait véritablement parler d'un certain rapport de force, de ma lecture, j'estime ici, n'oublions pas que le coup de fil, le coup de message de retrait a été fait à Paul Kagame. De ma lecture, j'ai l'impression ici
qui n'a pas simplement voulu affronter les États-Unis. D'où il joue à la carte, une carte assez douce. D'où, si nos dirigeants ne comprennent pas que ce n'est pas le moment de se jouer au triomphaliste et qu'il faudrait qu'ils prennent cette accalmie au sérieux et stratégiquement, parce que c'est ça le problème. Tant que nous demeurons dans l'émotion, dans l'ego, les autres réfléchissent, les autres établissent des stratégies. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on a vu que les États-Unis demandent à Paul Kagame et ça a répercuté sur la FCM 23. Donc, on comprend ici que le jeu de Kagame, c'est simplement de ne pas vouloir affronter les États-Unis. Mais qui ne nous dit pas que la tendance peut changer si on reste dans ce triomphalisme qui ne nous a rien rapporté? Puisqu'on a vu le retour du président Tshisekedi après l'entérinement. On nous a vanté ici la fin de la guerre. Encore hier, j'ai vu un tweet de Donald Trump qui nous accuse de beaucoup de choses en disant qu'il a fini la guerre. Donc déjà, on a un médiateur qui ne comprend même pas les véritables enjeux et il s'empresse de dire qu'il a fini la guerre. J'ai juste envie de lui poser la question de quelle guerre il parle. Bon, il a obtenu le retrait de la FCM 23 de la ville d'Uvira. Certainement, il y aura d'autres retraits qui pourraient s'en suivre. Bukavu Goma, peut-être pour Bukavu. Déjà, on a un problème à ce jour avec l'accord de Washington. Oui. Nous n'avons pas de calendrier officiel. Il n'y a pas une valeur contraignante. Voilà, le chronogramme, comment ça va se passer. Et quand on lit l'accord de fond en comble, il n'y a pas ce caractère contraignant. Donc, quelles sont les mesures, les dispositions prévues en cas où l'un ou l'autre ne respecte pas l'accord? Donc, déjà, quand un accord ne porte pas un caractère contraignant, ça laisse à désirer. Il semblerait que les accords s'appliquent de bonne foi. Mais il semblerait. De bonne foi. De bonne foi, mais on a l'autre partie qui, lui, n'a jamais été de bonne foi. Je ne m'aurais pas revenir ici encore sur ce plateau, sur la tripartite. Donc, je laisse tomber, sinon pas, on va encore faire une autre tribune sur moi. Alors, donc, comment voyez-vous les enjeux 2028? Parce qu'on tend vers un dialogue national. On va certainement évoquer toutes ces questions lorsque ce dialogue pourrait avoir lieu. Les enjeux 2028, comment les voyez-vous? Un dialogue pour qu'après 2028, il y ait des prolongations pour stabiliser la partie Est, où il faudrait tout de suite la tenue des élections? Je suis contre tout dialogue qui viendra faire une pause à la Constitution. Pour moi, nous allons dialoguer ici pour que les Congolais se mettent ensemble, décident de faire un front uni pour mener à bien une nouvelle stratégie pour affronter ce qui se passe à l'Est. Mais néanmoins, la Constitution, elle est au-dessus de tout et elle doit être respectée. Le président Tshisekedi, 2028, c'est la fin de son mandat. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre alternative. Le dialogue ici ne vient pas ici. Voilà, puisqu'on parle beaucoup de l'opposition. Ne vient pas ici. Ne vient pas ici. Non, le dialogue ne vient pas changer ici l'ordre constitutionnel. Le dialogue ici ne vient ni donner de poste aux opposants, mais le dialogue ici ne vient pas non plus chercher à garantir un prolongement de mandat en violation de la Constitution, mais plutôt ce dialogue aborde des questions sécuritaires, aborde nos causes profondes qui nous mènent encore 30 ans où nous peinons à décoller, le pays recule en arrière parce que nous avons des hésitations à l'Est qui sont devenues limite monnaie courante dans notre vie. Ici, je vous l'ai dit, que ce dialogue porte le caractère de la survie nationale. Nous voulons sauver notre pays de la balkanisation. Nous voulons sauver notre pays afin de nous armer et être capables de défendre notre sol congolais. Donc, venir essayer de calquer le dialogue, soit du côté des opposants pour dire que voilà, ils veulent de postes, ou encore du côté du pouvoir pour dire que voilà, ça va nous aider à avoir un certain nombre de mandats. Vous voulez vous maintenir au pouvoir pour faire quoi exactement? Puisque vous n'avez pas été capable, 7 ans après, d'essayer de relever le pays. L'impunité, la mauvaise gestion, la corruption bat son plein comme on n'avait jamais vu auparavant. Et pourquoi vous voulez vous maintenir au pouvoir? C'est ma question. Maître Dalia Chilanda, cette question, je vous la pose. Ça signifie que ce dialogue va avoir lieu, les gens se retrouvent autour d'une table, ils parlent de causes profondes, comme vous le dites, la guerre se termine, Nanga Bissimwa et les autres reviennent à Kinshasa, et puis il n'y a pas de gouvernement de large union nationale pour qu'en 2028, Tshisekedi quitte le pouvoir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
il est vrai, nous n'allons pas renier. Je reste très honnête, objective et honnête avec moi-même. Le dialogue va aboutir à des résolutions. Ces résolutions, effectivement, va prendre en compte les différentes revendications. Et il y aura, bien entendu, ici, une marche qui va être menée à ce que nous parlons d'un gouvernement qui va essayer de mettre tout le monde d'accord afin que nous ayons un levier qui puisse travailler. Je reste d'accord. Il ne faudrait pas que l'on se joue au sein. Ça serait malhonnête. Je reste sur cette base-là. Mais revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du dialogue, lorsqu'on voit l'aspect du dialogue ici, moi j'insiste sur ce caractère, mais aussi comprenez ici que nous avons besoin de garantir la sécurité de ce pays. Ce pays nous est cher. Mais en même temps, le dialogue, j'insiste, ne fait pas obstruction à la Constitution. Le dialogue ici n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution doit être respectée. 2028, M. Tshisekedi, c'est bon. Vous avez fait votre part, quoique sur une note de 10, c'est 2 sur 10, mais ok, c'est bon. On va continuer la course à la relais afin qu'une autre personne vienne et puisse faire décoller le pays. Et c'est ce que l'on souhaite. Donc, il ne faudrait pas ici qu'on mette cet amalgame ou bien cette manipulation politique, surtout qui vient du camp du pouvoir, qui pense que... Tshisekedi a quand même réussi à tenir tête à Kagame. Paul Kagame, il a, à travers son combat, permis quand même aux Congolais de comprendre beaucoup plus ce qui se passe dans cette guerre d'agression, la position du Rwanda, de la France, des États-Unis et de beaucoup d'autres pays de la sous-région. Est-ce que souhaiter son départ tôt, est-ce que ça ne pourrait pas peut-être donner l'occasion à une personne, une personnalité dont la perméabilité pourrait être dangereuse pour la RDC? Monsieur Ambroise, c'est plutôt votre question qui reste dangereuse. Tout simplement parce que on se doit de respecter la loi. On parle d'un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Quelles que soient les bonnes intentions, quelles que soient, voilà, vous faites ce que vous avez à faire et c'est bon. C'est écrit noir sur blanc. Je ne vois même pas pourquoi on doit faire un débat là-dessus. Il est vrai qu'avec le régime Tshisekedi, quoique j'ai beaucoup de reproches à faire à cette diplomatie, qui a beaucoup plus été caricaturée, un peu plus sur la situation de la RDC avec le Rwanda, qu'au lieu de s'établir, de construire ici une diplomatie stratégique au regard des enjeux qui pèsent sur nous, mais aussi du rôle que nous voulons jouer face au monde. Donc là, à ce niveau, il y a un problème. C'est vrai qu'on va saluer aujourd'hui que les voix ont porté, mais il ne faut pas commettre l'amalgame pour avoir l'impression que ce n'est que durant ces 7 ans. En son temps, Kabila l'a fait. Il y a des hommes providentiels, maître Dalia Chilanda. Il y a des hommes providentiels. Non, monsieur Ambroise. Nous parlons ici de la République. Je vous ai toujours dit, pour moi, la présidente, de ma lecture personnelle de ce que je fais de la présidente, c'est une course à relais. J'ai fait ma part, je remets afin que l'autre continue. Donc on ne va pas nous faire croire que voilà, c'est l'homme, et comme je l'entends maintenant avec les camarades du pouvoir, non, il a une mission. Non, le président de la République, dans notre constitution, n'a pas une mission, mais a un mandat qui est 5 ans et qui est renouvelable qu'une seule fois. Donc c'est ces jarabia de mission, et je suis désolée qu'ils essayent d'aller faire avaler ça à d'autres personnes parce que cette pilule ne passera pas. Pourvu que ce combat se perpétue, hein? Pourvu que ce combat se perpétue, et même au travers de l'alternance. Exactement. Nous voulons que notre pays puisse être émergent. Si l'on veut être émergent, on doit respecter les principes ici démocratiques. Donc, on a une constitution qui limite les mandats, on fait son mandat, on passe à autre chose. Un peu comme dans d'autres pays où ce type de questions ne reviennent pas. Mais malheureusement, l'homme congolais, dans son habitude malsain, veut toujours amener le pays 10 ans, 5 ans en arrière. Et c'est ce que nous déplorons. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin pour ce soir, aujourd'hui, en étant de l'opposition, le climat il est malsain, mais je profite de cette antenne pour lancer un message fort à nos compatriotes qui sont injustement enlevés, arrêtés, séquestrés à cause de leurs opinions, parce qu'ils ont osé dire tout haut ce qui s'est dit tout bas, et qu'aujourd'hui on nous a ramenés à la tyrannie, à la dictature, mais aussi au peuple congolais qui de plus en plus est conscient, a compris qu'il a été victime d'une manipulation
et que ceux qui sont arrivés ne sont arrivés qu'au pouvoir pour se servir et non pour mettre l'homme congolais au centre de toute action. Merci beaucoup, maître Dalia Chilanda. Vous êtes avocate. Exactement, Vous êtes de profession. coordonnatrice des mouvements politiques. Exactement. Et merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Merci de m'avoir reçu, quoique notre rendez-vous a eu beaucoup de terrain, de reports, mais il était important que l'on discute et j'espère que les téléspectateurs qui vont nous suivre vont apprécier ces leçons. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je pense que vous avez aimé. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de table ronde. Au revoir.